Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Le président Patrice Talon poursuit sa tournée. Le chef de l'État était ce lundi à Lalo, dans le département du Koufo. Il a fait le point des actions menées depuis 2016. Les détails dans ce 20h. Lancement de la campagne 2020-2021 de la commercialisation du soja au Bénin, la commune de Djougou dans la Donga a accueilli l'événement. Le prix plancher du kilo de soja fixé est de 175 francs CFA. Hier, 22 novembre, c'était la journée mondiale du jeu vidéo, une journée qui existe depuis 2010. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'intéressent aux jeux vidéo. S'y adonner peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. Le reportage de Rebecca Kendiaroundé dans ce journal. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue au 20h. Tournée du chef de l'État après le septentrion et le centre du Bénin, la commune de Lalo, ouvre le bal de la partie méridionale. Patrice Talon a été reçu ce lundi par la population. Le chef de l'État a fait le point de près de 5 ans de gouvernance. Jérôme Hungbo, Jean Nambimin, Mohamed Biya. Nous sommes dans un grenier du département du Koufo. Lalo est une commune de 432 km² où vivent plus de 120 000 âmes. La chaleur de l'accueil du peuple Adja d'ici se justifie clairement. L'eau potable, l'électricité, l'extension des cantines scolaires, la subvention au profit des établissements d'enseignement, mais plus que cela, Lalo est reconnaissante et remercie Patrice Talon pour la construction de la route qui relie cette localité à Agbainzou. Personne ne pensait que ce jour arriverait où des camions et non des bicyclettes viendraient chercher des sacs de produits vivriers. Il n'est que de suivre l'évolution des prix sur des marchés pour apprécier les bienfaits de cet ouvrage. Aujourd'hui, les populations vont aisément à Agbainzou puis à Abomey. Ce sera bientôt le cas pour la Samé, à Doukandi jusqu'à Tofor, pour atteindre Cotonou via Alada. La réalisation du gigantesque projet de bitumage de la voie Lalo-Agbainzou à Abomey-Diya améliorera sans nul doute sensiblement nos conditions de vie. Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'occasion, vous avez reconstitué notre commune par la déserte de Titor que l'isolement rattachait à Tofo. Cet arrondissement a rejoint le chef-lieu de la commune, si bien que ses habitants affluent dans nos bureaux depuis lors pour leurs besoins administratifs. Malgré ses acquis, Lalo se trouve être toujours dans le manque et elle demande entre autres la construction de la route Togo-Madré-Lalo, la création d'une recette auxiliaire, la construction d'un commissariat. Mais le chef de gouvernement qui porte à cœur les besoins des populations invite ces dernières à ranger les frustrations et à projeter le développement. Nul ne peut le même jour
obtenir tout à la fois. Ce n'est pas du règne humain, il n'y a que Dieu qui, en un instant, peut tout faire à la fois. On a beau avoir la volonté, l'argent, l'espace, le temps de réalisation requiert parfois quelques mois, quelques années. Mais la mission que nous avons ensemble dans ce Bénin, les dirigeants et les populations, c'est engager la construction du Bénin de sorte à ce que tout ce qui nous manque, nous l'obtenions jour après jour. Qu'on voit que ce qui nous manque ici a commencé à côté et est en train de venir. J'ai entendu les doléances du maire en ce qui concerne donc les voies de communication. Ce n'est pas grand-chose. Je dis ce n'est pas grand-chose en raison du rythme que nous avons adopté désormais pour construire la route. Et désormais, on peut espérer, on peut être sûr ici à Lalo que ce sera bientôt fait. Au cours des travaux de construction de route, le marché de Rlassamé a malheureusement été détruit. Patrice Talon y a pensé. Je voudrais que vous soyez mes porte-parole, mes témoins auprès de ceux qui sont dehors, ceux qui sont à la maison, qui sont au champ, qui sont au travail, qui ne sont pas là aujourd'hui, pour leur dire, ça y est. Le dossier sera examiné en Conseil des ministres mercredi. Ainsi, Patrice Talon redonne l'espoir à toute la population des vaillants producteurs de Lalo, désormais prêts pour tous les autres projets restants de développement. Le 26 juillet 2020, le mouvement RPT 21 a vu le jour et s'est assigné comme mission de convaincre les populations de la bonne gouvernance de Patrice Talon. Actuellement, les responsables de ce réseau procèdent à l'installation de leur structure de base à l'étape du département de l'Atlantique avec Marcel Arrossi. Il ne s'agira pas cette année ou en 2021 de changer la dynamique. Le mot d'ordre n'a pas changé ici. Il y a 5 ans environ, RPT, Réseau Patrice Talon 21 a emprunté ce chemin, celui de la communication autour des réalisations du chef de l'État. Pour un seul défi, faire toucher du doigt à tous les Béninois les œuvres concrètes de développement à l'actif du gouvernement Talon. Monsieur le chef de l'État, soyez rassurés car vos œuvres parlent déjà de vous. Et nous, membres du Réseau Patrice Talon 2021, nous sommes derrière vous. Les yeux voient et les langues doivent proclamer la victoire de notre cher pays sur la fatalité et la complaisance. Nous sommes sur le chemin de développement et désormais notre pays, le Bénin, a espoir. Et son avenir est désormais certain avec le président Patrice Talon. En passant par des hôpitaux aux administrations publiques, on doit se bomber le torse en signe de fierté pour la qualité des réformes menées par le chantre de la rupture. Que dirions-nous de nos axes routiers et les ruelles de nos quartiers qui végétaient dans un état désastreux sans nul pareil? Le département de l'Atlantique et ses communes accueillent officiellement les structures de base de ce réseau. Dans tous les départements, nous avons des coordonnateurs, nous avons des gens en place qui travaillent. Et voici la période pour nous de procéder à leur installation officielle. Chers camarades de lutte, je veux vous rassurer que le seul mouvement qui a donné ses objectifs et qui a travaillé et a élaboré un document stratégique pour ce travail, c'est notre RPT 2021. Les autres communes et départements du Bénin devraient s'apprêter à recevoir cette délégation pour le même exercice dans les tout prochains jours.
Parlons maintenant de cet ouvrage dont on entendra peut-être parler à l'avenir, mais pour l'instant, il vient tout juste de paraître en librairie. Il s'agit de La face cachée de Patrice Talon, un essai politique de Magloire Dato lancé à Cotonou. De quoi retourne son contenu? Les détails de Nicanor Kovi et de Calvador Awano. La face cachée de Patrice Talon, il s'agit quand même là de la révélation de l'image nette du premier des Béninois. Fan de potins croustillants et amateur de théories complotistes, passez son tour. La face cachée de Patrice Talon n'est pas un portrait au vitriol, mais un exercice de style pour un auteur intrigué par le personnage qui a inspiré sa plume. Il faut faire très attention pour ne pas heurter la sensibilité de l'homme. J'ai juste donné quelques informations pour permettre aux Béninois, à tout le monde entier, de mieux cerner celui qu'est Patrice Talon Guillaume Athanase. Hésite, déclaration fracassante et révélation de squelette au placard, place à des nuances plus subtiles du personnage. Pour ce faire, Magloire Dato s'en remet à la méthode du journaliste pour révéler ses informations. Donner la parole à des langues bien pendues. J'ai d'autres informations à m'apporter que peut-être s'il me permet, s'il m'autorisait, à nouveau, j'allais écrire le tome 2. À cet exercice de témoignage, Claudine Prudencio décrit Patrice Talon en philanthrope qui adore faire tout dans l'ombre et sans tapage, tandis que Alessandre Hontondi, lui, y va de sa critique. Et tout cela tient en 235 pages, subdivisées en 4 parties. L'on y découvre tour à tour un personnage analysé au baromètre de son code vestimentaire. L'homme d'affaires devenu président de la République, les grandes réalisations du chef de l'État et les succès politiques du gouvernant. Le tout pour tenter de révéler le visage derrière le masque. Votre livre, je vais le prendre tout à l'heure et je vous promets que je vais le lire. Et je suis sûr que je vais chercher ce qui est caché dans la face. Je suis venu ici ce soir aussi pour chercher à découvrir la face cachée de celui qui préside aux destinées de notre pays. L'auteur Magloire Dato se présente comme un consultant en communication politique et institutionnelle. Il est l'actuel directeur du groupe de presse L'Actualité. Sa nouvelle parution, La face cachée de Patrice Talon, par le seul titre, a le mérite d'inciter à l'achat du livre. Quant à ce qu'on y trouvera réellement, c'est entre un auteur et ses lecteurs. On prend à présent la direction du Parlement. Un peu plus de 545 millions de francs CFA en 2021 contre 515 millions de francs CFA en 2020 pour la Haute Cour de justice. Le projet de budget de l'institution a été présenté aux membres de la commission budgétaire du Parlement cette fin de semaine. La présidente de la Haute Cour de justice nous expose ici les priorités pour l'institution en 2021. Au titre de recommandations de l'année dernière, 5 recommandations principales ont été formulées. Disons que 2 n'ont pas trouvé exécution, aboutissement. C'est par exemple la recommandation concernant l'achat des robes. Les honorables députés eux-mêmes, ils ont observé que nous n'arrivons pas à faire des rentrées judiciaires comme les autres cours. C'est fondamentalement dû au fait que les juges disons le personnel judiciaire aussi, n'ont pas le signe distinctif qu'il faut, c'est-à-dire la robe et le mortier. Le ministre des Finances a promis le faire, nous acheter les robes, quand un procès sera programmé. Donc nous attendons toujours des dossiers, nous attendons de programmer ces dossiers-là afin de bénéficier des robes et peut-être un jour
commencé nous-mêmes à organiser nos rentrées judiciaires. Il y a une autre recommandation qui n'a pas abouti. C'est la recommandation concernant les simulations de procès. À juste titre, les honorables députés l'ont observé. La Haute Cour de justice, jusqu'à présent, n'ayant pas organisé un procès, la première fois, pour éviter les cafouillages éventuels. Et vous savez que quand il y a des organisations, quand il y a cafouillage, ça profite à l'accusé. Et donc, les honorables députés ont réitéré cette année ce souhait de voir la Haute Cour de justice, qui est un organe central dans la lutte contre la corruption, faire organiser un procès, ne serait-ce que fictif, afin que le citoyen lambda ait une idée de la procédure telle qu'elle se déroule au niveau de la Haute Cour de justice quand elle est saisie, et afin que les juges eux-mêmes puissent fourbir, je vais dire, leurs armes et être prêts quand un procès tombera sur leur table. On reste au Parlement. 43 milliards de francs CFA pour, entre autres, réformer le FITEB, l'ensemble artistique national et la Galerie nationale, mais surtout pour lancer de gros projets à caractère culturel et touristique en 2021. Le ministre des Arts, de la Culture et du Tourisme a exposé aux membres de la commission budgétaire du Parlement un projet de budget très ambitieux pour l'année à venir. On écoute le ministre Jean-Michel Abimbola. Il y a la réhabilitation du fort portugais, il y aura la construction du musée international de la mémoire et de l'esclavage, le MIM. Vous allez avoir la construction de la route de l'esclave, allant de la place aux enchères jusqu'à la porte du non-retour, qui sera largement restaurée et réhabilitée. Vous allez avoir un projet qui va démarrer, la construction va démarrer, qu'on appelle le projet Marina, avec un investissement massif de près de 180 milliards, rien que, disons, pour transformer cette zone. Vous allez avoir, au niveau d'Avlekété, également, le démarrage des travaux pour la construction des investissements de vacances, le Club Méditerranée, Vous avez au niveau d'Abomey la poursuite des études pour ce qui concerne la construction du musée de l'épopée des Amazones et des rois du Dahomey et le début de matérialisation, de réalisation. Sur Ganvier, vous allez voir le début également d'un certain nombre de constructions importantes, les habitats pour les populations, la route qui amène à l'embarcadère, mais également un certain nombre d'infrastructures directement au niveau de Ganvier, y compris en ce qui concerne l'électricité, en ce qui concerne l'adduction d'eau, en ce qui concerne l'assainissement, en ce qui concerne les infrastructures scolaires. Vous allez avoir également au niveau de Porto Novo, au niveau du musée à Dande, au niveau du palais romain, un certain nombre également de restaurations, réhabilitations qui vont démarrer, sans compter que nous allons finaliser l'étude pour la construction du musée Vaudou ici à Porto Novo. Nous allons également, en ce qui concerne Niki, voir le démarrage de la construction du nouveau palais du roi de Niki, ainsi que la construction d'une nouvelle arène pour la Gani. Je pourrais décliner évidemment un certain nombre de communes, mais je crains que ce soit rébarbatif, mais nous sommes en 2021, nous serons véritablement dans la matérialisation de tous les investissements en ce qui concerne le tourisme. Il en sera de même pour la culture, bien évidemment, et nous accompagnons tout cela également d'un certain nombre de réformes des textes, réformes également au niveau de l'organisation d'un certain nombre de sous-secteurs.
Je vous l'annonçais dans les titres. Le lancement de la campagne 2020-2021 de la commercialisation du soja au Bénin a eu lieu à Djougou. C'était en présence des ministres de l'Industrie et du Commerce et de l'Agriculture. On fait le point avec Ikiliro Gounoussero et Abdoulafou Idrissou. 175 francs CFA, c'est le prix plancher du kilogramme de soja fixé par le gouvernement béninois de commun accord avec les acteurs de la filière. Je remercie toujours le gouvernement du président Patrice Talon qui a compris l'importance de la filière. Et l'État, à travers les membres du gouvernement, ont promis nous accompagner. Et ils l'ont fait en dotant cette filière, le programme national de la filière soja. Je lance un appel à l'endroit de nous, les acteurs de la filière, au bon comportement afin de préserver le label Bénin du soja. Selon le ministre de l'Agriculture, le soja occupe une place de choix dans les activités culturelles, artisanales, industrielles et commerciales du Bénin. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'importance que le gouvernement et son chef lui accordent pour la promotion et le développement des différents maillons dotés d'un programme national de développement. De 110 000 tonnes en 2016, cette filière est passée à 165 000 tonnes au cours de la campagne 18-19 pour caracoler aujourd'hui à 257 000 tonnes en cette campagne 19-20. Quand bien même les chiffres en matière de production sont toujours en nette progression, la filière est malgré tout soumise à plusieurs contraintes qui entravent son bon développement. Pour lever ces contraintes, la mise en œuvre du programme national de développement de la filière soja, élaboré dans une approche très inclusive, avec des acteurs qui sont très indispensables à la chaîne. Il sera donc question d'accroître la production de soja par l'amélioration des rendements et de transformer au moins 50% de cette production nationale dans les années à venir pour booster davantage sa contribution à l'économie nationale. Le soja est une source d'amélioration des revenus des producteurs et surtout ceux des femmes qui s'adonnent à sa transformation. D'où cet appel au sens de responsabilité des acteurs durant la campagne par la ministre du Commerce et de l'Industrie. Chers acteurs de la filière soja, au cours de la réunion de la commission permanente, nous avons pris de commun accord des engagements pour le respect de ces conditions de déroulement de la campagne. Je voudrais vous exhorter à plus de rigueur et de sérieux dans la mise en œuvre de ces différentes décisions qui vont dans le sens de mieux réussir cette campagne et les campagnes à venir. Pour ce qui concerne le gouvernement, les dispositions nécessaires pour la réussite de la présente campagne sont prises, notamment la prise des mesures pour interdire les exportations par voie terrestre, le respect des conditions de déroulement de commercialisation, l'application des sanctions aux acteurs indélicats. Les dates d'ouverture et de clôture de cette campagne de commercialisation sont fixées entre le 19 novembre 2020 et le 30 juin 2021. Sachez, mesdames et messieurs, que les espaces pastoraux se dégradent dans la zone du W. Nous sommes dans le nord Bénin. Un chercheur béninois l'a révélé lors de sa soutenance de thèse de doctorat. Stanislas Nkmo et Igor Ayosso pour les précisions. Fort de sa touche de docteur de l'université d'Abomey-Calavi en géographie et gestion de l'environnement. Sa spécialité à lui, dynamique des écosystèmes et gestion des espaces pastoraux. Mais avant d'avoir ce grade, une étape importante, il expose en 30 minutes les résultats de ses recherches et répond aux préoccupations de ses 4 membres de jury et 2 autres intervenants depuis le Togo par visioconférence. À la fin, ces examinateurs jugent ces travaux scientifiques très satisfaisants. Le jury formule des observations ci-après. Sujet intéressant et d'actualité. Effort louable de collecte et de traitement des données. Méthodologie consistante et appropriée avec un gros effort d'illustration de spatialisation des données. Bonne soutenance. Résultats satisfaisants de portée scientifique et pratique. Fort de ces observations, le jury l'a déclaré digne du grade de docteur.
Selon les résultats du chercheur, les pâturages dans la zone du W se trouvent dans un état de dégradation avancée, ce qui constitue une menace pour tout l'écosystème dans cette région de ces études. Les pâturages se dégradant, il faut que nous ayons des mesures pour les restaurer. Nous avons fait la caractérisation des parcours de transhumance dans la zone d'études. Nous avons essayé de voir les déterminants des itinéraires de transhumance. Quels sont les facteurs environnementaux, historiques, phytosociologiques qui permettent de faciliter le traçage et le balisage des couloirs de transhumance. C'est très important pour mieux décider de l'itinéraire à choisir pour mise en place des couloirs de transhumance. Déjà disponibles, ces données ont été collectées et étudiées pendant 5 ans. Le chercheur ne doute pas que les décideurs sociopolitiques vont s'y référer dans leurs différents projets visant à améliorer la gestion pastorale au Bénin. Cela urge, affirme le directeur de thèse, qui trouve en cette production une recherche scientifique de bonne facture. Ce travail de base a mis à notre disposition les données de base qui permettent de planifier la bonne gestion d'ici l'horizon 2050 pour ne pas mettre en cause ces écosystèmes pâturés. Déjà, le nouveau docteur a publié 5 articles scientifiques à l'échelle internationale. À l'actif aussi de cet ancien directeur de l'élevage, un autre doctorat, mais obtenu en médecine vétérinaire en 2006, à l'école inter-État des sciences et médecine vétérinaire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On s'intéresse à présent à cette réunion de commandement au tribunal de première instance de Cotonou. Le procureur de la République a rencontré les officiers de police judiciaire au menu des échanges, les activités menées par le parquet au cours de l'année 2020. Les priorités pour l'année à venir ont aussi été évoquées. On écoute le procureur de la République au micro de Fufame Salomé Atadeji et de Rodrigue Blandoumé. Je voudrais prévenir des chefs d'arrondissement qui laissent des pages vierges dans les différents registres d'état civil pour pouvoir les remplir a posteriori au profit de personnes qui n'ont pas la nationalité béninoise contre une fois de rémunération. Sachez que désormais, ces faits sont traqués, sont découverts au niveau des services de l'immigration. Ces faits sont traqués, sont découverts par les services de surveillance du territoire. Ces faits sont présentés au parquet et poursuivis avec la plus grande sévérité. Je voudrais lancer un avertissement à ceux qui, par cette période où l'entrée sur les territoires, plusieurs territoires européens, cette entrée est interdite pour les gens qui ne sont pas résidents, s'amusent à faire de l'usurpation d'identité en présentant de vrais cartes de séjour mais appartenant à d'autres personnes. Sachez que désormais, il y a une expertise avérée au niveau de nos frontières pour repérer dans cette usurpation d'identité. Sur la seconde infraction qui me tenait à cœur et dont j'ai commencé à vous entretenir tout à l'heure, je voudrais dire ici, avec toute la gravité, avec toute la solennité possible, qu'il n'est pas tolérable que des conducteurs de transport en commun, certains conducteurs des minibus qui font le trajet Cotonou-Porto Novo agressent des fonctionnaires de police parce que ces fonctionnaires de police veulent les contrôler, parce que ces fonctionnaires de police veulent constater les surcharges qui sont faites, les défauts de permis de conduire, les défauts d'assurance. Il n'est pas tolérable et le parquet n'acceptera pas que des fonctionnaires de police soient agressés alors qu'ils ne font que leur travail. L'aide soutient le Bénin dans le renforcement de la sécurité nationale. Cette organisation allemande a offert du matériel à la police républicaine. La cérémonie de remise de dons a eu lieu à la direction de la police judiciaire à Aglangantan. Stanislas Linkmont et Louis Koudobo. Des moyens roulants et matériels informatiques offerts à la police républicaine et au Centre de documentation et de sécurité publique du Bénin. Ce soutien intervient dans le cadre d'un programme de renforcement des unités de police de plusieurs pays d'Afrique.
Il est financé par le ministère fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne, mais à l'exécution, la GIZ. Pour opérationnaliser la collecte de données criminelles, l'équipement est composé de 300 tables affichées, 350 000 fiches de collecte, 350 000 fiches dactyloscopiques, matériel de signalisation, 30 mallettes d'investigation de scènes de crime, 163 ordinateurs avec écran, scanner, disque dur, imprimante et onduleur. Pour les fonctions générales, la dotation d'équipement se résume comme suit: 3 véhicules, 18 motos, 80 détecteurs de métal, 50 détecteurs de fumée, divers mobiliers bureautiques. Nos États communément, soit en Europe ou en Afrique, nous sommes tous menacés par les grands dangers que constituent le terrorisme, la cybercriminalité. Ce sont tous des menaces qui sont transfrontalières et qui ne peuvent être abordées que de manière commune. Le don va contribuer à l'amélioration de la gestion des données et des techniques pour établir la preuve d'un délit, ce qui permet à la police d'élucider les infractions pénales avec plus de professionnalisme. Les différentes mutations intervenues dans les modes d'action des groupes criminels à travers le monde ces dernières années appellent de la part des autorités en charge de la sécurité et des partenaires des mesures appropriées dans le but de lutter efficacement contre les phénomènes tels que le grand banditisme, le terrorisme, les trafics de tout genre, pour ne citer que ceux-là. Concrètement, la GIZ apporte pour un montant de 180 millions de francs une touche importante tant à la mobilité, au fonctionnement qu'à la qualité du travail des structures bénéficiaires à travers les matériels roulants et divers équipements. Le Bénin est devenu en 2019 un pays partenaire du programme Police piloté par la GIZ. Dans le reste de l'actualité, le gouvernement béninois exprime toute sa reconnaissance aux représentants résidents de l'UNICEF en fin de mission. Un dîner a été organisé en son honneur vendredi dernier. Les ministres des 3 autres de l'enseignement étaient présents à cette cérémonie de reconnaissance. Gilles Danso, Rodrigue Blantoumé. Dr Claude Kamega, représentant résident de l'UNICEF en fin de mission au Bénin, reçoit les honneurs du gouvernement béninois après 5 années de mission consacrée à la défense et à la protection des droits de l'enfant. Un dîner qui rappelle le parcours élogieux de l'homme. Il est ici entouré des ministres des 3 autres d'enseignement. Quelques grandes actions dans le système éducatif à mettre à l'actif de l'heureux du jour. 1. Le renforcement du dialogue social au sein du secteur entre les responsables gouvernementaux et les partenaires techniques et financiers. 2. La coordination des efforts de mobilisation des ressources du Partenariat mondial pour l'éducation, notamment le projet PME 3 et le PME Covid, pour un montant total d'environ 26 millions de dollars US. 3. Le renforcement de la concertation et de la synergie des partenaires du secteur de l'éducation pour de meilleurs résultats dans l'éducation à travers la mutualisation des efforts des partenaires. L'exemple du partenariat entre le Bénin, le Bureau de la coopération suisse et l'UNICEF pour le soutien à la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation 2018-2030 en est une parfaite illustration. Il part avec satisfaction d'une mission bien accomplie au Bénin. Il y a exactement 5 ans, le Bénin avait adopté le Code de l'enfant. Je pense que c'était en décembre 2015. Il n'y a pas très longtemps, sous le leadership du ministre des Enseignements maternels et primaires, nous avons eu notre plan sectoriel de l'éducation. Nous avons aussi, il n'y a pas très longtemps, eu la stratégie nationale en ce qui concerne l'enseignement technique et
formation professionnelle. Et je pense que nous sommes tous très satisfaits de savoir que 51% d'écoles du Bénin bénéficient d'une cantine scolaire. Dans un contexte où nous parlons de la nécessité de rétention des enfants à l'école, dans un contexte où nous parlons de la nécessité d'améliorer la qualité de l'enseignement, avoir la cantine scolaire, c'est une contribution majeure par rapport à ces deux éléments. J'ai passé beaucoup de mon temps au Nord. En 2017, avec notre ambassadrice nationale, Zénab, avec Angélique Kidjo et tant d'autres artistes musiciens béninois, nous avons lancé la campagne Tolérance Zéro contre le mariage des enfants. Un présent lui est offert au nom des ministres des 3 ordres d'enseignement. Audience au Conseil économique et social. Le président du CES a reçu la présidente du consortium en économie sociale et solidaire. Elle a présenté les objectifs de ce consortium dont les activités seront lancées jeudi prochain. On l'écoute au micro de Axel Dancy et de Bénédicte Possou. Nous sommes là parce que le 26 prochain, nous aurons la mise en place officielle de ce consortium-là. Et ce sera sous le parrainage de Monsieur le Président du Conseil économique et social. Et nous sommes venus lui présenter ce projet et avoir son accompagnement. Les échanges ont été très fructueux. Et nous avons reconnu en Monsieur le Président du Conseil économique et social un grand homme qui est préoccupé par le développement économique de la nation et beaucoup plus la solidarité, puisque l'économie sociale et solidaire parle des valeurs de solidarité qu'on peut mettre en œuvre pour atteindre le développement économique. Et nous sommes très contents parce qu'il est d'accord pour accompagner l'initiative. Les objectifs de ce consortium, c'est d'aider toutes les structures qui parlent déjà de l'économie sociale et solidaire à faire le plaidoyer. Nous voulons surtout faire le plaidoyer de l'économie sociale et solidaire qui n'est pas très connue au Bénin. En Afrique, le Mali, le Sénégal, le Maroc, la Tunisie sont très avancés sur cette thématique-là et ont aujourd'hui des textes de loi, ont adopté des textes de loi et ont des ministères de l'économie sociale et solidaire. Et nous souhaitons que cela soit la même chose pour notre pays, le Bénin. Les anciens élèves du lycée Oufon d'Abomey ont organisé vendredi dernier une journée de retrouvailles. À l'occasion, l'association Fierté des élèves du lycée Oufon a vu le jour. Bruno Soali et Benjamin Denayon nous en disent plus. Malgré le poids de l'âge, elles n'ont rien perdu de leurs aptitudes des années lycée. Démonstration ici avec des pas de danse esquissés pour exprimer la joie d'enfin se retrouver entre anciennes condisciples du lycée Oufon d'Abomey après plusieurs décennies. Il s'agit ce jour des retrouvailles des anciens élèves du lycée Oufon d'Abomey qui ont donc décidé de se retrouver. Ça fait plus de 50 ans qu'on ne s'est pas vu. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas se retrouver et se mettre ensemble et réfléchir peut-être sur les choses de l'avenir, c'est-à-dire l'avenir de nos enfants filles, parce que le lycée Oufon c'est un lycée de jeunes filles. Au moment des retrouvailles, ces femmes anciennes lycéennes sonnent la mobilisation pour la naissance de l'association Femmes Fierté Oufon, un creuset mis sur pied pour renforcer les liens entre l'ancienne et la nouvelle génération de lycéennes. Nous avons décidé de nous retrouver, de créer un creuset que nous avons dénommé Femmes Fierté Oufon et que nous mettons sur les fonds baptismaux aujourd'hui. Il y a eu un comité d'organisation qui a été mis sur pied, qui a bien fait son travail, vous l'avez constaté. C'est vraiment une réussite et je tiens à féliciter les unes et les autres pour l'initiative et pour l'organisation de ces retrouvailles. Nous sommes ici aujourd'hui pour nous amuser d'abord, nous retrouver et réfléchir à ce que nous allons faire pour venir en aide à nos sœurs, à nos enfants qui sont actuellement au lycée Oufon. C'est pour ça. En attendant, l'on rend hommage au célèbre lycée Oufon qui a vu défiler plusieurs cadres de l'administration béninoise. Le lycée Oufon a été créé en 1964 sur les centres du cours normal.
Donc c'est un lieu d'acquisition de savoir et de brassage culturel qui en même temps offrait à l'époque un internat et qui a servi ou qui a permis la formation de qualité à des centaines, voire des milliers d'élèves devenus des cadres de la nation et qui ont contribué à leur manière au développement de notre pays. Ces retrouvailles ne sont qu'un premier pas d'une longue série pour ces femmes toutes heureuses d'avoir passé de bons moments et qui n'attendent que le prochain rendez-vous à vivre avec le même plaisir et dans la même ambiance festive. Football, immersion, cinéma, on peut s'adonner à toutes ces aventures grâce aux jeux vidéo. Ils sont aujourd'hui perçus par certains comme un moyen de poursuivre l'apprentissage de l'enfant et de développer son intelligence. Mais en abuser peut aussi avoir des conséquences. À l'occasion de la Journée mondiale du jeu vidéo, Rebecca Kenjaounde et Rodrigue Blondoumen nous proposent ce reportage. Manette en main, face à un écran où défilent des joueurs, silence. Ici, seul le son du match est important. Tous les sens sont éveillés et sont aux aguets. Canisius est entrepreneur, mais il est avant tout un gamer passionné. Parce que j'aime relever de grands défis et ce que j'aime le plus dans les jeux vidéo, c'est que tu peux être qui tu veux et tu vis des sensations énormes. Vivre des sensations, être emporté dans un univers virtuel qui s'apparente à la réalité. Certains en sont même accros. Serge en est un exemple. Il a dû justement se débarrasser de sa console. Je peux jouer du matin jusqu'au soir. Il a vu que je suis devenu un peu addict. Donc j'ai diminué la cadence, j'ai carrément libéré ça car je suis addict. Les jeux sont diversifiés et variés. Chacun y va selon son goût. J'aime le football, mais dernièrement j'ai commencé à jouer les jeux d'aventure, les jeux de guerre, les jeux de combat parce qu'il y a vraiment de l'action dedans. Au-delà de son aspect ludique, le jeu vidéo est aussi une industrie qui brasse des milliards dans le monde entier. Ronnie a ouvert cette salle pour sa passion, mais surtout pour le business. C'est pour avoir de l'argent, hein, pas se le cacher, parce que c'est une activité commerciale. Maintenant, on a de la passion pour quelque chose, on y met de l'argent, et c'est avec du cœur qu'on gère ça. Ça veut dire que quand tu aimes quelque chose et que ça devient encore ton activité, ben, ça te fait plaisir. C'est pas comme si tu travaillais, quoi. Les jeux vidéo seraient aussi conçus pour développer l'intelligence de ceux qui s'y adonnent. Mais attention, la dépendance peut être nuisible, aussi bien sur le plan social que financier et psychologique du gamer, selon ce psychoclinicien. Les différents scénarios qu'on observe dans le jeu peuvent, n'est-ce pas, soumettre le sujet à des conduites qui l'amènent à développer de la violence, qui l'amènent à développer de l'agressivité, qui l'amènent à développer ce que nous appelons les conduites suicidaires. Voilà des conséquences que le jeu vidéo peut avoir sur le joueur s'il ne sait pas s'y prendre. 22 novembre, journée où le monde célèbre le jeu vidéo. Une journée qui a été instituée en 2010 à l'initiative de l'association Loisirs Numériques. Elle vise surtout à mettre en avant le jeu vidéo et ses amateurs. La Fédération béninoise de handball a tenu une assemblée générale ordinaire avec les acteurs de cette discipline sportive samedi dernier à Ouida. L'objectif de la rencontre est d'évaluer le travail abattu par le comité exécutif et de se projeter sur les prochains défis. Le point de Robert Copin-Idor et de Benjamin Denayan. Assemblée générale ordinaire pour dresser le bilan à mi-parcours des travaux effectués par la Fédération béninoise de handball. C'est un creuset d'échange autour du fonctionnement de cette discipline sportive au Bénin. Nous avons tenu l'Assemblée générale ordinaire et ça fait partie des recommandations statutaires de notre association. Et vous auriez constaté que tout a été fouillé. Il y a les commissaires aux comptes qui ont fait des remarques et après ça, ils ont validé les travaux de l'Assemblée générale. Elle se positionne également comme un espace de réflexion
pour un rayonnement plus radieux du handball béninois dans ce contexte marqué par de grandes et courageuses réformes du secteur des sports dans notre pays. À l'occasion, Antoine Bonou, président de la Fédération béninoise de handball, a éclairé l'opinion publique sur les réformes sportives engagées, notamment la professionnalisation des clubs qui sans doute impactent son secteur. Maintenant, il y aura des clubs amateurs et des clubs professionnels. Si vous voulez être professionnel, si vous voulez faire du professionnalisme, vous devrez nécessairement passer par la société sportive. C'est-à-dire, vous et moi, nous pouvons créer notre société sportive, puisque la loi 1901 ne nous autorise pas à faire des activités à but lucratif. Il faudrait que nous passions par des sociétés sportives pour aider les clubs et pour bénéficier des 1 millième mis en place par le gouvernement. Et cela nous permettra de faire fonctionner nos clubs. Donc c'est incontournable le professionnalisme. Première à être distinguée par le Comité national olympique et sportif béninois à la première édition du Gala des fédérations, la Fédération béninoise de handball entame ainsi les préparatifs pour la nouvelle saison en attendant le coup d'envoi des activités sportives. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal et merci pour votre aimable attention.